Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Dinon. Pendant mon stage, j'ai travaillé sur la structuration interopérable du référentiel métier de l'OPTNC. L'OPTNC est l'établissement public chargé des télécommunications, de la poste et des services financiers. J'ai réalisé ce projet au sein de la section GLIA pour génie logiciel interapplicatif rattaché à la direction des systèmes d'information. Cette section facilite les échanges de données et de services entre les applications. Je vais d'abord vous présenter le point de départ du projet et les résultats attendus. L'entreprise disposait déjà d'un référentiel regroupant les métiers et les compétences associées. Mon maître de stage, Monsieur Adrien Salès, me l'a fourni sous forme de 3 fichiers CSV bruts contenant les métiers, les compétences et leurs relations. L'information était certes présente, mais il restait difficile d'avoir une vue globale des relations et de produire plusieurs supports cohérents. Ce schéma sur le diapositive représente mon objectif. On passe tout d'abord de 3 fichiers CSV bruts à gauche, qui seront ensuite transformés en base de données relationnelles, principalement avec DuckDB, puis repris dans SQLite afin de rendre ce référentiel plus accessible avec des outils qui utilisent ce format. À partir de cette structure, ce projet génère également des schémas de documentation avec Schema Crawler, très pratique pour éviter de reproduire ces schémas à la main. Il fournit également sa propre version du référentiel sous forme de PDF et EPUB. Il expose également ses données sur un site et il effectue une analyse sémantique des compétences. Tous ces livrables sont régénérés depuis la même source de données. Alors, de manière générale, j'ai organisé mon travail autour de 4 grandes étapes importantes. Tout d'abord, il fallait que je comprenne ce qu'il fallait produire. Donc, j'analyse tout ce qui existe et les contraintes à respecter. Ensuite, je structure la solution en définissant les scripts et les outils nécessaires. Une fois la solution préparée, je lance les commandes qui permettent de générer ces livrables. Et enfin, je vérifie que le résultat obtenu correspond bien aux besoins de départ. Si un détail d'un des livrables ne paraît pas cohérent avec le besoin de départ, alors j'adapte la solution à partir des retours reçus, puis je relance la génération. Alors prenons comme exemple ma première tâche qui consistait à structurer les données à partir des CSV bruts. Donc voici un extrait d'un des 3 fichiers CSV bruts que je devais analyser, gmétier.csv. Alors tout d'abord, ma première étape a été d'abord d'analyser les colonnes des tables pour en déduire quelle table on pouvait concevoir. Dans cet exemple, on pouvait concevoir une table qui s'appelle métier à partir de 2 colonnes qui sont la colonne code métier et la colonne métier collaborateur. On pourrait concevoir une autre table à partir de la colonne famille métier et une autre table à partir de la colonne statut du métier. J'ai utilisé DuckDB pour réaliser cette transformation. Dans ce projet, il va lire les CSV et exécute le script SQL qui va construire les tables, qui va rajouter des contraintes d'intégrité et va exporter ces tables sous forme de CSV. Un second script va reprendre ces CSV générés pour produire une base SQLite avec les mêmes tables et vues. On passe ainsi de fichiers qui sont destinés au stockage à un modèle où les relations sont explicites. DuckDB et SQLite fonctionnent tous les deux localement en mode serverless, donc sans aucun serveur de base de données à installer ou à gérer. Cependant, leurs rôles dans le projet sont différents. DuckDB, lui, sert à transformer et à structurer les données et effectue de longs calculs, comme calculer la moyenne sur 2000 lignes. Tandis que la base SQLite fournit une copie du référentiel que les utilisateurs peuvent consulter avec d'autres logiciels.
Structurer les données m'a également permis à faire ressortir plusieurs anomalies potentielles, comme par exemple certaines compétences ont un niveau requis égal à 0, alors que l'échelle définit uniquement que les niveaux de 1 à 4. En vérifiant ces données, j'ai constaté que ces zéros correspondent à des niveaux non renseignés dans le CSV que le script remplace par 0. Donc si on conserve ce résultat, une information manquante ressemble alors à un niveau valide, alors que le niveau 0 n'existe pas. Cela peut donc fausser la lecture du référentiel et les calculs de moyenne. Il faut donc vérifier s'il faut corriger le niveau ou supprimer cette association. Un autre cas qui a été identifié par mon maître de stage, c'est que deux codes différents pouvaient porter le même libellé, comme par exemple technique de management. À partir de ce constat, j'ai alors créé une vue SQL pour vérifier si d'autres libellés étaient associés à plusieurs codes. Les vues permettent de retrouver ces cas dans la base. Elles signalent les données à relire, mais la correction doit être décidée par des personnes qui peuvent gérer le référentiel. Pour produire les livrables, je devais lancer plusieurs commandes dans un ordre précis. Au fil du projet, leur nombre a augmenté et il devenait difficile de tous les mémoriser. J'ai donc utilisé un task file, un gestionnaire de tâches qui regroupe des commandes sous des noms simples. La commande task-list affiche les tâches qui sont disponibles dans le projet. Comme par exemple, la commande task.docdb va construire la base principale docdb et task.docs va produire les répliques du référentiel. Une autre personne pourra alors donc relancer une étape sans devoir retrouver elle-même toutes les scripts à exécuter. Maintenant, je sais que ce projet pourrait fonctionner sur mon poste, mais il fallait aussi que je garantisse que ce projet fonctionnera sur le PC de quelqu'un d'autre. J'ai donc utilisé GitHub Actions pour mettre en place une intégration continue, ou CI. Elle intervient ici dans deux cas. Le premier cas, c'est que lorsque les changements sont envoyés sur la branche main ou develop, le workflow exécute alors Semantic Release, un outil qui applique des règles prédéfinies au message de commit pour calculer la prochaine version. Le type de modification indiqué influence ce calcul, puis la version est publiée sans intervention de l'utilisateur. Le workflow associe ensuite les bases, les schémas et les documents à cette version. Le deuxième cas, c'est que lorsqu'on ouvre une pull request, la CI va relancer cette génération. Si une étape échoue, alors GitHub va signaler le problème afin qu'il soit corrigé avant d'accepter la modification. Le déploiement continu, ou la CD, est géré séparément. Lorsque la CI se termine avec succès, sur la branche main, un autre workflow va générer le site qu'on verra très prochainement et le publie sur GitHub Pages. J'ai également réalisé un site afin de rendre ce référentiel encore plus accessible que le PDF. Vous pouvez l'accéder en scannant ce QR code. Pour cette version, j'ai utilisé Hugo, un générateur de sites statiques qui transforme des contenus Markdown et des modèles de pages en fichiers HTML. Il convient parfaitement dans le projet parce que ce référentiel est généré à l'avance et peut être publié sans utiliser de serveur. Dans ce projet, un script Python va lire la base DocDB et va créer les pages de famille et des métiers au format Markdown. Hugo va ensuite les combiner avec un thème qui s'appelle Relearn, qui fournit la navigation et la recherche en plus. Alors sur le site, l'utilisateur pourra passer d'une famille à un métier, consulter les compétences associées et rechercher une famille via son code. Mon maître de stage m'a ensuite proposé d'explorer les ressemblances entre les compétences du référentiel. Cette analyse m'a amené à poser la question suivante. Existe-t-il des compétences qui se ressemblent? Existe-t-il des compétences qui se ressemblent dans leur formulation ou dans leur sens? Ce schéma sur la diapositive représente une première proposition de réponse. On remarque, par exemple, que le groupe 9 ressemble à un tout petit point. On peut alors suggérer que ces compétences sont très proches dans leur formulation ou dans leur sens.
On peut également remarquer que les groupes C8 et C9 occupent, au contraire, deux zones qui sont très éloignées. On peut alors suggérer qu'il n'y a pas trop de ressemblance entre leurs compétences. Pour obtenir ce regroupement, j'ai tout d'abord utilisé un modèle d'embedding. Il va transformer chaque compétence en une représentation numérique sous forme de vecteur. Or, ces représentations contiennent beaucoup trop de dimensions pour être affichées directement. Afin de rendre les rapprochements observables, j'ai utilisé une méthode de visualisation qui s'appelle UMAP, qui va projeter ces vecteurs dans un plan à deux dimensions. J'ai ensuite utilisé l'algorithme K-means pour former les groupes, mais il les identifie uniquement par un numéro. Alors pour déterminer ce qui caractérise chacun d'entre eux, j'ai utilisé un autre algorithme qui s'appelle TF-IDF, une méthode qui va faire ressortir les n termes les plus fréquents dans un groupe, ici 3, et moins présents dans les autres. Le groupe 9 reçoit ainsi le nom service, système d'information, procédure. L'ensemble de cette analyse est présent dans un rapport Quarto. Le code Python intégré y produit directement les tableaux et les graphiques à partir des données. Les résultats peuvent être régénérés, mais ils peuvent varier selon le modèle d'embedding qu'on utilise. Il faut donc les lire comme des pistes à examiner avec des personnes qui y connaissent sur le référentiel. Pour l'OPTNC, le projet fournit maintenant deux bases relationnelles et plusieurs supports générés. On a tout d'abord les schémas de documentation avec Schema Crawler. Ensuite, on a sa propre version du référentiel en PDF et EPUB, ainsi que l'exposition de ces données dans un site, et un rapport Quarto pour l'analyse des compétences. L'apport principal est d'avoir eu une même source de données pour tous ces usages. L'apport principal est d'avoir eu une même source de données pour tous ces usages. Le référentiel devient alors plus facile à contrôler, à consulter et à faire évoluer. La chaîne automatisée facilite aussi sa reprise par une autre personne. De mon côté, ce stage m'a permis de renforcer mes compétences en modélisation SQL, en automatisation et en génération documentaire. J'ai également découvert grâce à ce stage à mettre en place une chaîne CI/CD et à réaliser des visualisations de données. Cette expérience confirme aussi mon souhait de poursuivre ma deuxième année en master SDL et d'approfondir mes compétences en CI/CD. Pour conclure cette présentation, je souhaite tout d'abord remercier Monsieur Adrien Salès pour la qualité de son encadrement et les conseils méthodologiques apportés pendant ce stage. Je remercie également les membres de la GLIA pour leur accueil, leur confiance et leur encadrement. Mes remerciements s'adressent aussi à Monsieur Wim Fauché pour sa mise en relation avec Monsieur Adrien Salès, à Monsieur Salmon pour nous avoir emprunté du matériel mis à notre disposition, et à Monsieur Jean-Baptiste Oraclé pour sa réactivité sur la partie administrative. Merci pour votre attention. Je suis maintenant à votre disposition pour échanger et de répondre à d'éventuelles questions que vous aurez.